et je vais vous parler d'accessibilité numérique. Plus précisément, je vais parler de comment rendre une application web accessible pour une personne non-voyante. Donc, l'accessibilité numérique, c'est l'objectif de permettre de rendre nos applications perceptibles, compréhensibles, utilisables par toutes et par tous, quelles que soient finalement nos caractéristiques, nos capacités ou nos incapacités. Et ce n'est pas juste pouvoir regarder en fait une page, c'est aussi pouvoir interagir avec la page. Le numérique, c'est une formidable opportunité pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, parce que normalement, on détruit des barrières physiques. Les choses qu'on n'est pas capable de faire dans la vie physique, dans la vie numérique, on devrait pouvoir les faire parce que le fait qu'on ait un problème moteur au niveau des bras ne devrait pas nous empêcher de pouvoir accéder donc au monde numérique. Malheureusement, cette formidable promesse, elle n'est pas tout à fait remplie. À l'heure actuelle, suivant la façon dont on compte, on a plus de 90% des sites qui ne sont pas accessibles. Donc suivant, c'est au moins ça peut être 97%, 98%, mais en tout cas, le constat est là, les sites, dans leur immense majorité, ne sont pas accessibles. Pourtant, c'est une obligation légale pour tout ce qui est les sites de l'État, pour pouvoir faire toutes vos démarches, les impôts, toutes les collectivités territoriales, tout ce qui est aussi délégation de services publics, pour prendre le bus par exemple, et puis également pour les très grosses entreprises. Ça, c'est ce qui est valable à l'heure actuelle, mais c'est en train de changer. Bientôt, ça va être tous les sites des entreprises, sauf les toutes petites en fait, sauf celles qui font moins de 2 millions de chiffres d'affaires, ou les entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc bientôt, on va tous être obligés de faire des sites accessibles, et il y a un énorme chantier qui nous attend. Alors, pour cette présentation, je vais faire le focus sur les personnes non-voyantes et voir comment est-ce qu'on peut corriger l'accessibilité pour des personnes qui ne voient pas. Pour pouvoir corriger, déjà, il faut comprendre comment est-ce qu'elles vont utiliser Internet. Donc déjà, effectivement, les personnes non-voyantes utilisent Internet. De temps en temps, il y a des personnes qui disent « Ah bon, elles peuvent ?» Oui, oui, elles peuvent. Elles vont pour cela utiliser ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Les lecteurs d'écran, on peut en avoir aussi bien sur les ordinateurs que sur les téléphones portables. Donc, pour en citer quelques-uns, sous Windows, vous avez NVDA, qui est open source. C'est celui-là qu'on va utiliser pour la démonstration. Il y a également JAWS, qui est cette fois-ci payant, mais qui est plébiscité par les utilisateurs. On a également le narrateur, qui est sorti il y a quelques années, qui est maintenant intégré nativement dans Windows. Et puis si on va sur d'autres systèmes d'exploitation, sous Linux vous avez donc VoiceOver, et puis sur macOS vous avez VoiceOver, et sous Linux vous avez donc Orca. Sur les téléphones portables, on va avoir iOS, et là on voit qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs non-voyants qui utilisent plutôt des iPhones que des Android. Vous avez donc TalkBack pour Android, où là c'est nativement donc intégré dans Android, mais il y en a d'autres qui existent, donc en recherchant, j'ai pu trouver que Nokia avait fait le sien, qu'Amazon avait fait le sien, etc., etc. Un lecteur d'écran, ça ne sert pas juste à lire la page, c'est vraiment quelque chose qui va permettre non seulement d'entendre qu'est-ce qu'il y a dans la page, mais aussi de pouvoir interagir avec la page. Donc on va pouvoir lui dire, moi je veux aller à tel endroit, je veux pouvoir faire telle action, etc., etc. Alors, dans notre école, le premier projet que l'on donne à nos étudiants, c'est un petit projet de site web. Donc, c'est au tout début de la formation. Ils viennent d'apprendre le HTML, le CSS, le JavaScript, la base. Et puis, avec ça, on leur demande de faire un petit jeu de memory. Donc, un petit jeu de memory tout bête. On retourne des cartes, on clique sur 2 cartes. Les cartes se retournent. Si elles sont pareilles, la paire, elle reste. Sinon, elle disparaît. Donc, au départ, on se dit, voilà, c'est un jeu, c'est tout simple. Et quand on a donné les cours HTML, CSS, JavaScript avant, on leur a appris l'accessibilité numérique. On leur a dit, voilà, il y a un certain nombre de choses à faire pour que
ce que vous allez créer soit accessible. Mais là, on peut se poser la question, un jeu de memory, c'est clairement quelque chose qui est visuel. Donc, est-ce qu'on peut le rendre accessible? Spoiler alerte, oui. Oui, on peut le rendre accessible. Même si, effectivement, initialement, on peut en douter. Donc, ce petit jeu de memory, voilà, moi je l'ai codé, et puis je l'ai fait tester un utilisateur. Alors, c'est vrai que j'ai pensé technique, qu'est-ce qu'il faut faire techniquement pour que mon jeu de memory soit accessible. Alors j'ai pensé aux attributs, aux balises, à tout ce qu'il fallait faire, et puis je fais tester ça à un utilisateur donc non-voyant, et puis là, voilà la réponse qu'il me fait. Oh, j'ai regardé ton app, et je trouve que c'est un jeu sympa. Si tu veux, tu peux mettre en haut de la page une petite explication sur le but du jeu de ton app. Comme ça, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Et ouais, première erreur que j'ai faite, j'ai un biais cognitif. C'est-à-dire que moi, le memory, j'y ai joué quand j'étais petit. Parce que je suis voyant, et donc le jeu de memory, c'est un truc qu'on fait classiquement quand on voit. Par contre, une personne qui est non-voyante de naissance, elle n'a pas joué au memory quand elle était petite. Et donc du coup, elle ne sait pas ce que c'est que ce jeu de memory. Donc, ce premier élément, déjà, pour vous dire que le test avec des utilisateurs réels, c'est extrêmement important. Donc, on va partir de notre application. Je vais partir de l'application en version non accessible. Donc la version qu'on aurait pu développer sans se poser de questions d'accessibilité. Et petit à petit, on va venir donc faire les petites corrections pour la rendre accessible. Donc là, pour le moment, ça c'était la version où il n'y avait pas d'explication. Et puis donc, je vais rajouter les explications dedans. Donc là, dans la partie d'en-tête, je rajoute un petit paragraphe pour expliquer ce que c'est que le memory. Donc là, voilà, j'ai rajouté le petit paragraphe. Bon, ça ne change pas grand-chose techniquement. Ensuite, on va continuer sur les petits problèmes d'accessibilité. Et on a un formulaire. Alors le formulaire, il n'est pas extrêmement compliqué, c'est juste pour pouvoir choisir le nombre de paires que l'on veut dans notre partie. Mais il va avoir un problème d'accessibilité et on va essayer de l'écouter. Donc je vais aller sur le site et je vais lancer le lecteur d'écran. S'il veut bien. Accueil pas Memory Mozilla Firefox. Memory. Bannière région titre. Un memory. Le memory consiste à reconstituer des paires d'images. Le joueur retourne 2 cartes. Donc là je vais couper parce que ça va être un petit peu long. Donc là on voit qu'au départ, quand on arrive sur une page, le lecteur d'écran, il commence par lire la page depuis le début. Donc il nous a dit qu'est-ce qu'il y avait dans le title, donc ce qu'il y a dans l'onglet, memory. Ensuite, il nous a lu le titre, il nous a dit que c'était un titre de niveau 1, memory, puis après il est arrivé dans le paragraphe, il a commencé à lire le paragraphe. Donc, bien souvent, les personnes qui ne voient pas, qui utilisent les lecteurs d'écran, ils ne vont pas attendre gentiment que tout se lise pour arriver à ce qui les intéresse. Ils vont utiliser des raccourcis clavier pour aller à l'élément qui les intéresse. Par exemple, pour aller donc, sur un champ éditable, il y a un petit raccourci E, comme editable, et je vais arriver sur le premier champ éditable. Principale région, bouton rotatif, autocomplétion, éditable 6. Donc là, il nous a dit qu'on est arrivé donc dans la région principale, donc ça c'est la balise main, qu'on était sur un bouton rotatif. Donc un bouton rotatif, c'est le petit composant, là, un input de type number, qui nous permet donc de choisir une valeur. Autocomplétion, parce qu'on n'a pas mis du autocomplete à false. Et puis après, je ne sais plus ce qu'il dit, je vais tricher. Donc normalement il dit bouton rotatif, autocomplétion, éditable, puisqu'on a le droit de l'éditer, et pour le moment on est sélectionné avec la valeur 6. Mais je ne sais pas du tout si quoi. Donc si je ne vois pas l'écran et que je ne vois pas que derrière c'est écrit pair, je ne sais pas ce que je choisis 6 quoi. Donc première chose, je pense que vous l'avez tous appris, quand on fait des champs, il faut que les champs soient associés à des labels. Donc là, correction très simple, on fait un label, on l'associe au champ, et auquel cas, la restitution d'écran, cette fois-ci, nous indiquera pair, bouton rotatif, autocomplétion, editable, sélectionné 6. Donc on va faire la petite correction. Hop.
je rajoute un label associé donc au champ total pair, et puis donc je mets pair dedans. Donc là on va réécouter. Memory Mozilla Firefox, principale région pair bouton rotatif autocomplétion éditable 6. Donc là on a bien entendu le pair bouton, bouton rotatif, 6, etc., etc. Donc là déjà on sait qu'est-ce qu'on va choisir. Ensuite, autre problématique, il faut que nos cartes elles puissent prendre le focus. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse naviguer sans avoir recours à la souris. Donc là j'ai une problématique parce que finalement j'ai fait des images et j'ai fait en JavaScript le fait que quand on cliquait sur l'image avec du onClick, je voulais qu'il se passe quelque chose, que la carte se retourne, etc. Et donc là, le problème de ça, c'est que si je navigue au clavier avec la touche tabulation, je ne passe pas sur les cartes. Donc si je ne passe pas sur les cartes, je ne vais pas pouvoir cliquer, le jeu il perd un peu de son intérêt. Pour corriger ça, j'ai une première façon de faire, c'est de dire que je vais rajouter un rôle bouton, auquel cas déjà il y aura du sens, on va donner le sens, que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir cliquer, et puis je vais mettre un tab index à 0 pour dire que le focus doit pouvoir s'arrêter sur cet élément-là. Mais ça, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'utiliser ce qui est purement déjà en HTML. Si en HTML, on est capable de le faire sans avoir à rajouter des rôles, des éléments particuliers, le plus simple est souvent le plus efficace. Ici, je veux pouvoir faire des images sur lesquelles on clique. En fait, je vais faire un bouton, donc un input de type image. Attention, le input de type image, ce n'est pas un input pour pouvoir choisir une image. C'est un bouton qui, plutôt que d'avoir un texte de visite dessus, va avoir donc une image à la place. Donc, faire un input de type image, et c'est tout. Et après, forcément, comme c'est un bouton, il va avoir tous les comportements du bouton, le fait qu'il aura le bon rôle associé, que quand on va passer dessus, on pourra cliquer, etc., etc. Donc, je viens faire mon petit changement. Donc, ici, je change, je ne veux plus une balise IMG, mais je veux donc un input de type image. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir passer donc sur les différentes cartes. Si j'appuie sur Entrée ou si j'appuie sur la barre d'espace, les deux sont normalisés pour pouvoir faire ça. Dans ce cas-là, ça va faire comme un onClick, ça va donc cliquer sur l'élément et donc ça va faire ce qu'il faut. Donc là, j'ai retourné un brocoli, un élément, donc là, je peux commencer. Donc là, je peux jouer au clavier. On va continuer. Un élément où quand on parle d'accessibilité numérique vient tout de suite en tête, généralement, c'est sur les images, il faut mettre un alt. Et ça, vous avez tout à fait raison. Il faut penser aux alternatives textuelles parce qu'effectivement, une personne non-voyante, elle ne voit pas les images et donc du coup, il faut lui donner quelque chose d'alternatif pour qu'elle comprenne qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette image. Donc là, on a deux cas de figure. Le cas de figure où l'image, elle est juste là pour de la déco. On met un attribut alt vide. Et le cas où l'image, elle porte de l'information. Et donc là, on est bien dans ce cas-là, puisqu'on a besoin de savoir que représente l'image. Et donc ici, il va falloir mettre un attribut alt avec une valeur. Là, ce que je veux, c'est que dynamiquement, cette alternative, elle change. C'est-à-dire que je veux que cette alternative, au départ, quand on ne voit pas la carte, quand on a le point d'interrogation, je veux dire que c'est une carte qui est inconnue. Et puis au contraire, je veux que quand on ait retourné la carte, on change l'alternative pour dire c'est un brocoli, c'est un poivron ou je ne sais pas quoi. Donc ça, on peut le faire dynamiquement. Et les lecteurs d'écran, la plupart arrivent bien à restituer cela. Sauf, j'ai un problème avec Android qui lui ne le fait pas. Dommage. Et puis également Orca sous Linux. Donc on va voir si on peut y faire quelque chose d'ici la fin de la présentation. Là, il nous reste 34 minutes pour y arriver. Alors, je vais commencer déjà par m'occuper de tous les autres. Donc pour tous les autres, il va falloir que je mette des alternatives à mes images. Donc je vais dans mon petit JavaScript. Donc
comment j'ai fait ce jeu de memory? En fait, j'ai fait un tableau dans lequel j'ai mis des numéros qui correspondent à mes images. J'ai 2 fois chaque numéro, puisqu'il faut que ça fasse des paires. Et puis donc j'ai des images qui s'appellent donc 5.svg, 0.svg, etc., etc. Donc il faut que j'ai une correspondance entre ces images qui représentent des choses et mes éléments. Donc je vais rajouter mes alternatifs textuels. Et donc là, je dis que l'image 0, ça correspond donc à la fraise, l'image 1 correspond à de la pomme, etc., etc. Et donc, à chaque fois que je vais changer l'image, ou initialement déjà, il va falloir que j'indique c'est quoi l'alternative qu'il faut que je donne. Donc, je vais commencer ici. Au départ, initialement, je vais vouloir dire que l'alternative textuelle, c'est que c'est une carte inconnue. Je vais quand même rajouter sa position parce que visuellement, nous, on sait où est-ce qu'elle est située. Donc on a quand même une aide. Si juste j'ai carte inconnue, carte inconnue, carte inconnue, ça va pas être facile. Donc là, je vais quand même dire carte inconnue en position 1, en position 2, etc., etc. Donc là, je rajoute, hop, donc i plus 1. Et puis donc à chaque fois qu'on va changer la source de l'image, donc par exemple ici, je vais également aller changer donc l'alternative textuelle. Et donc là, il faut que je regarde dans mon tableau qui contient donc les alternatives textuelles et que je regarde celle qui a la bonne position. Donc dans mon tableau carte, c'est le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, je vais prendre celle qui est à la position pause. Mais aussi quand je vais cacher l'image, au bout de quelques secondes, l'image elle se retourne. Il ne faut pas que j'avantage non plus les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, donc il n'y a pas de raison, il faut que ce soit équitable. Donc quand je cache la carte, il faut également que j'enlève l'alternative textuelle. Donc je remets le carte inconnue en position. Et puis donc ici, donc la position, je l'avais mise dans l'ID. Donc je fais 1 plus, je vais parser ce que j'ai donc dans mon ID. Hop, j'enregistre ça, on retourne dans notre memory, on lance les lectures d'écran. Memory Mozilla Firefox. Memory Mozilla Firefox. Nouvelle partie. Carte inconnue en position 1 bouton. Donc là, il nous dit bien carte inconnue en position 1 bouton. Et puis si je passe sur la carte suivante. Carte inconnue en position 2 bouton. Et donc maintenant, je vais essayer de retourner une carte. Cerise. Et donc là, il me dit que c'est une cerise. Carte inconnue en position 1 bouton. Fraise. Je retourne, il me dit que c'est une fraise. Carte inconnue en position 1. Et au bout d'un certain temps, quand les cartes se retournent, là il me dit que maintenant on revient à carte inconnue en position 1. Autre chose que j'ai besoin de faire, c'est d'informer l'utilisateur en direct. C'est-à-dire que quand j'arrive à constituer une paire, visuellement, on a quelque chose qui s'affiche. Donc là, je vais tricher un peu. Je vais faire une partie avec 2 paires. C'est un peu pour ça que j'ai fait ce formulaire-là. C'est pour pouvoir tester plus rapidement. Donc là, je vais retourner une carte, une deuxième. Pas de bol, ça ne fait pas une paire. Je vais retourner celle-là. Elle est où la pomme? On fait un petit jeu là du gobelet. Là. Hop. Elle est là. Et donc là, visuellement, on voit le 1 sur 2 paires qui apparaît. Par contre, une personne qui utilise un lecteur d'écran, si elle ne revient pas sur cette zone-là, elle n'aura pas l'information qu'une paire sur 2 ont été constituées. Donc pour pouvoir l'informer comme ça en direct, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des zones live, donc qui vont informer en direct de ce qui se passe.
Par défaut, Aria Live, il est à off, et donc il n'y a aucune restitution qui est faite en direct. Mais on peut choisir donc une valeur, soit la version polie, on attend qu'il ait terminé de dire tout ce qu'il avait à dire pour pouvoir donner cette information-là, ou la version assertive, c'est urgent, de toute façon ça ne sert plus à rien de raconter tout ce qu'il était en train de raconter, il y a un élément qu'il faut informer l'utilisateur en tout cas de cet élément-là tout de suite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller changer pour aller indiquer que je vais avoir donc une zone live sur la zone ici qui permet donc d'afficher le message. Donc je rajoute ici du aria-live, et donc là je vais le mettre en poly, c'est pas urgent. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à constituer une paire. Est-ce que j'ai enregistré? Oui. Memory Mozilla. Nouvelle partie. Paire bout 2. 4 fraises. 4 pommes. Pas de bol. Carte fraise. Carte inconnue en position, un bouton. Et donc là, attention. Fraise. 1 sur 2 paires. Donc il a commencé par me dire fraise, je ne l'ai pas interrompu. Et après, il m'a bien restitué le 1 sur 2 paires. Alors pour les liaisons, il n'est pas très bon. Donc ça, c'est une première façon de faire. On verra qu'il y en a une deuxième. Avec Aria Live, on peut utiliser d'autres éléments. On peut utiliser aria-atomique. Ça permet de dire, est-ce que dans cette zone live, est-ce qu'il faut que je restitue tout ce qu'il y a dans la zone, ou est-ce qu'il faut que je restitue que ce qu'il y a de nouveau? D'accord? Si on a toute une liste d'utilisateurs qui se connectaient pour jouer au memory en réseau, peut-être que je ne voudrais pas redire depuis le début qu'il y a tel joueur, tel joueur, tel joueur qui sont déjà connectés, je veux juste mettre ceux qui viennent de se connecter. Et puis j'ai aussi le aria-relevant, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux donner comme information? Est-ce que je veux donner ceux qui arrivent, mais est-ce que je veux donner aussi les joueurs qui se déconnectent? Alors là, on se dit, waouh, on va pouvoir faire des trucs super. Sauf que, attention, il faut penser au support. Quels sont les navigateurs et quels sont les lecteurs d'écran qui vont correctement implémenter ces éléments-là? Et là, on peut voir que malheureusement, c'est très mal supporté. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas me baser là-dessus pour pouvoir faire mon accessibilité parce que, grosso modo, là, tout ce qu'on est capable de faire, c'est l'ajout, mais c'est tout. L'ajout de texte, ça marche bien, mais le reste, un jour peut-être, mais en tout cas, pas encore. La deuxième façon de prévenir l'utilisateur, c'est d'utiliser des messages de statut. Et donc là, on va utiliser l'attribut rôle, et il y a certains rôles qui vont être équivalents à du aria live. Par exemple, si j'utilise un rôle alerte, ça c'est équivalent à du aria live assertive. Donc ça, quand on met un message d'erreur, on va utiliser cet attribut rôle avec la valeur alerte, et comme ça, sans qu'on ait rien à faire de plus, on sait que les utilisateurs de lecteurs d'écran vont être informés du message d'erreur. Si j'utilise un rôle statut ou un rôle log, là ça va être équivalent à du aria live polite, et donc là on aura une restitution également qui va être faite en direct. Donc là je vais le faire sur l'élément de victoire. Là je vais rajouter donc ce rôle status pour que quand on ait le message de victoire qui apparaît, bravo vous avez réussi, il soit restitué au lecteur d'écran. Donc je viens ici, hop, et je rajoute ici un rôle status, hop, j'enregistre, on revient ici. J'ai fait une bêtise? Ah oui, j'ai une faute de frappe, merci. Donc je reviens là. C'est pour les petits effets démo. Donc j'actualise la page, je relance le lecteur d'écran. Nous, paire bouton 2. 4 fraises, 4 pommes. Pas de bol. Carte fraise. Fraise, 1 sur 2 paires.
Ensuite, je vais essayer de faire la pomme, deuxième paire. Carte inconnue en position 4 boutons. Et donc là, Pomme, vous avez gagné en 3 coups. 2 sur 2 paires. Nouvelle partie bouton. donc là, je suis content parce qu'il m'a bien restitué le fait que vous avez gagné en 3 coups. Mais le petit problème que j'ai, c'est que c'est pas très logique parce qu'il m'a d'abord dit pomme. D'accord, j'ai retourné la carte de pomme. Ensuite, il m'a dit vous avez gagné en 3 coups. Et seulement après, il m'a dit que j'ai fait 2 sur 2 paires. Ça aurait été plus logique qu'ils nous disent d'abord qu'il y ait une pomme, ensuite qu'on a 2 sur 2 paires, et la conclusion c'est vous avez gagné en 3 coups. Et enfin on termine par, si vous voulez refaire une nouvelle partie, bah vous êtes sur le bouton, donc là on l'a directement positionné sur le bouton, pour qu'il ait juste à cliquer sur Entrée pour pouvoir faire la nouvelle partie, pour enchaîner les parties endiablées de memory. Donc, on va pouvoir ordonnancer nos restitutions. On n'a pas moyen de lui dire c'est d'abord ça, puis ça. En fait, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est faire en sorte que, en JavaScript, les éléments, on va les faire apparaître les uns à la suite des autres. Et là, il suffit de laisser un tout petit intervalle de rien du tout, 50 microsecondes, entre chaque élément, et auquel cas, ils vont arriver dans son buffer de lecture dans le bon ordre, et ils seront donc restitués dans le bon ordre. Donc là, dans ce cas-là, je vais commencer par avoir le nombre de paires, 6 sur 6 paires. Vous avez gagné en 10 coups. Et enfin, le nouvelle partie bouton. On va aller corriger ça. Hop. Donc ici, hop. Alors le 50 millisecondes, il est totalement empirique. C'est pas du tout scientifique, ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Hop. Mais en tout cas, oui, sur NVIDIA, ça suffit, et sur les autres pour lesquels j'ai pu tester, ça suffisait également. Donc là, on revient. Je relance. Memory Mozilla Firefox. Principale région. Vide. 2. Nouvelle partie bouton. Donc là, carte pomme. On a une pomme. Carte inconnue en position. Fraise. J'ai toujours pas de bol. Carte fraise. Cap fraise. Cap pop. Fraise. Carte inconnue en position 4 boutons. Et donc là, attention. Pomme. 2 sur 2 paires. Vous avez gagné en 3 coups. Nouvelle partie bouton. Donc là, j'ai bien les éléments qui arrivent dans l'ordre souhaité. Il nous reste le petit souci où je vous ai dit les alternatives d'image quand elles changent, et TalkBack, il ne le restitue pas, et Orca non plus. Et donc là, c'est quand même dommage parce que si, quand je change mon carte inconnue en position 1 par brocoli, si le brocoli il n'est pas restitué, la seule façon pour avoir la restitution pour l'utilisateur, c'est de passer à l'élément suivant et puis de revenir sur l'élément. Donc autant vous dire, d'un point de vue jouabilité, c'est pas du tout correct. Alors là, malheureusement pour nous, ça ne fonctionne pas. Soit on pleure toutes les larmes de notre corps, soit sinon on va se dire, on va essayer de faire une petite arnaque pour pouvoir pallier le fait que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Mais là, on est bien d'accord que c'est juste pour pallier quelque chose. Donc c'est pas idéal. C'est pas idéal. Pourquoi ? Parce que là, le seul moyen que j'ai pour pouvoir faire quelque chose de spécifique pour du TalkBack ou pour du Orca, c'est d'aller regarder quel est le user agent qui est en train de me répondre. Et donc là, ça veut dire que je vais récupérer tous ceux qui sont sur Android, donc non seulement les utilisateurs de TalkBack, mais aussi ceux qui utilisent, on a dit, il y en a d'autres. Les Amazon Voice View ou les Nokia je sais pas quoi, eux aussi. Et Amazon, ils ont bien fait les choses. Alors ça, c'est surprise. Mais eux, ils changent bien l'alternative textuelle. Donc là, ce que je vais faire, ma petite arnaque, va faire que on va pas l'entendre qu'une seule fois, parce qu'on l'entendra une fois parce qu'on a changé l'alternative, mais on l'entendra une deuxième fois
parce que je vais faire la petite arnaque pour pouvoir rajouter une région live et mettre cette information-là. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas idéal non plus comme façon de faire, mais en tout cas ça permet de pallier cette non-implémentation pour le moment. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais regarder quel est le user agent. Je regarde est-ce que c'est soit un Android, soit un Linux. Et si c'est le cas, je vais rajouter une petite zone qui va avoir donc du ARIA Live Polite. Et auquel cas, je vais m'arranger pour donner la valeur de l'alternative textuelle et la mettre dans cette zone live. Et comme c'est une zone live, elle va être restituée. Donc, on va aller mettre ça en place. Hop. Donc ça, c'est le petit bout de code que je vous avais affiché, qui permet donc de tester si on est dans ce cas-là et de rajouter la petite zone live si j'en ai besoin. Et puis après, il va falloir que j'aille rajouter, quand je changeais l'alternative textuelle, rajouter aussi cette valeur dans la petite zone live. Donc ici, je vais regarder, est-ce que j'ai eu besoin de rajouter la petite zone ou pas. Et puis, si c'est le cas, je vais aller donc changer la valeur pour aller mettre exactement ce qu'il y avait dans l'alternative textuelle, donc carte inconnue sur cette position. Je ne suis pas en train de le mettre au bon endroit, pardon. Autant pour moi. Ça, c'est quand on retourne ici. Donc ça, c'est quand on remet la carte face cachée. Et puis, il faut que je le fasse aussi quand on est ici. Quand on dévoile et qu'on met donc le fruit ou le légume qui vient d'être retourné. Donc, si je mets Android Linux, et donc même alternative, pour pouvoir la restituer. Donc là, je ne peux pas vous faire la démonstration parce que je ne suis pas sous un Android, donc néanmoins, si vous voudrez faire la démonstration vous-même, si vous avez un Android, vous pourrez la faire à la suite de la présentation. Dernière petite chose. Hop. Non, je croyais que j'avais fait une diapo, je ne l'ai pas faite. Je peux cacher cette zone-là, parce que là, elle va être affichée, la zone. Donc, visuellement, les gens qui vont utiliser l'application, ils vont voir que ça va être écrit pomme, brocoli, fraise. C'est pas top. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux cacher cette zone pour pas qu'elle soit visible des utilisateurs. Alors, par contre, attention de ne pas utiliser du hidden ou du visibility false ou quelque chose dans le genre, parce que là, pour le coup, elle ne sera pas restituée. Un élément qui est caché, il est caché pour tout le monde. Donc, pour pouvoir avoir une impression que ça n'apparaisse pas à l'écran, mais que ce soit restitué, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner l'élément en dehors de la zone d'affichage, auquel cas il sera bien restitué, mais visuellement, on ne verra rien. Donc ça, c'est les classes qu'on a en CSS, SR-only ou ce genre de choses. Donc là, je vais mettre ça sur Android, Linux. Hop. Donc j'ai mis une position absolue, je l'ai mis à moins 1000 pixels, donc là je suis sûr que je serai donc en dehors de ma zone d'affichage. Donc si je reviens sur mon jeu maintenant, on va pouvoir le tester complètement et on va voir si vous êtes bon ou pas. Donc là on va faire la partie avec Cyper. Je lance le lecteur d'écran. Et puis à la limite, je pourrais presque débrancher, vous pouvez fermer les yeux pour ne pas regarder l'écran. Et on va voir si vous y arrivez sans regarder ou pas. NVDA, Memory Mozilla Firefox. Carte inconnue en position 1 bouton. Donc vous êtes prêts, vous fermez les yeux, c'est parti. Donc là on est position 1 bouton. Banane,
On a une banane. On continue. Carte inconnue en position 2 boutons. Cerise. Donc, pas de Carte bol, on inconnue n'a pas en de paire. position 2. Donc. Carte inconnue en position 3 boutons. Piment. Donc c'était quoi les deux premiers? Banane, cerise, Carte piment. inconnue en brocoli. Donc banane, Carte cerise, inconnue en piment, position brocoli. 4. Carte inconnue en position 5 boutons. Piment. Ah, piment. Il est où le piment? En 3. Allez, on y revient. Carte inconnue en position 3 boutons. 1 sur 6 paires. Donc là, c'est bon, on a la paire de piments. On continue. 6 boutons. Brocoli. Ah, le brocoli, on l'a déjà vu. En 4. Allez, on y Piment. retourne. Carte inconnue en position. Brocoli. 2 sur 6 paires. Ok, on continue. Carte inconnue en position 7 boutons. Banane. On l'a déjà vu la banane. Quelle position? Une. Carte inconnue en position 1 bouton. Banane. Bravo. 3 sur 6 paires. Carte inconnue en position 8 boutons. Fraise. On l'a vu la fraise? Non, je crois pas. On continue. Carte inconnue en position 9 boutons. Pomme. Non plus. Carte inconnue en position 10 boutons. Ah, fraise. Mais je sais pas pourquoi ça saute un tout petit peu là. Carte inconnue Alors, la en fraise, elle est où? position 9 boutons. La fraise, est-ce que quelqu'un l'a? En 8, ouais. Carte fraise. 4 sur 6 paires. Carte inconnue en position 11 boutons. Pomme. Donc la pomme en 9. Carte pomme. Et donc, il 5 nous reste sur plus que 6 deux. paires. Carte inconnue en position. Cerise. Carte Et inconnue donc, en normalement, la position cerise, 2 elle est boutons. en 2. Cerise. 6 sur 6 paires. Vous avez gagné 9 coups. Nouvelle partie bouton. Bravo à vous, vous avez réussi. Et donc vous voyez que... C'est vrai, on peut les applaudir, t'as raison Florian. Donc là, bah, vous avez remarqué que là, si on ne regarde pas l'écran, on arrive complètement donc, à utiliser cette web app. Donc pour conclure, bah, déjà, le premier conseil que je peux vous donner, bah, c'est de faire tester son application par des utilisateurs en situation de handicap. Je vous ai dit, moi je me suis fait avoir, mais comme un bleu, sur le fait que je pensais naïvement qu'un jeu de memory, ça parlait à tout le monde. Donc, faites tester et vous verrez, et donc les utilisateurs vont avoir différentes façons de procéder. Comme il n'y a pas un seul utilisateur pour vos applications, bah, les utilisateurs en situation de handicap, c'est pareil, il y en a qui ont des préférences, des façons de faire qui sont différentes, des expériences qui sont différentes, donc faites-les tester. Ensuite, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très faciles à mettre en œuvre. Là, on a mis quelques petits attributs en plus. Il y a de temps en temps quelques balises à changer, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, si on prend les bons réflexes, ça va nous demander des petits efforts, mais franchement, pour en discuter avec les personnes qui sont en situation de handicap, ça change vraiment leur vie, le fait de pouvoir utiliser elles-mêmes les applications sans avoir besoin de se faire assister pour faire des choses de la vie quotidienne. Et puis j'ai fait une petite statistique. J'ai regardé combien de codes j'avais dû rajouter entre la version non accessible et la version accessible qu'on a à la fin. Et donc là, j'ai rajouté 5,45% de code. Donc au final, on se rend compte que c'est pas non plus une montagne. De temps en temps, on se fait une montagne en se disant oui, mais ça va faire 2 fois plus de code à développer. Non, c'est à la marge. Donc bah, je vous remercie de votre attention et puis il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. Alors il y a beaucoup d'associations qui... Ah oui, pardon, il faut que je répète la question. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe des forums pour pouvoir entrer en relation avec des personnes en situation de handicap pour effectivement pouvoir discuter avec elles, pour pouvoir avoir des retours d'expérience? Donc des forums, je vois pas comme ça, là peut-être que ça me viendra après. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'associations qui regroupent
des personnes en situation de handicap qui peuvent effectivement faire une mise en relation, qui sont prêts effectivement à échanger, à pouvoir proposer en tout cas d'entrer en relation avec ces personnes et de pouvoir effectivement tester une application. Très souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont volontaires parce que c'est tellement difficile de pouvoir accéder à des applications que si on leur dit nous on veut bien faire l'effort d'améliorer les choses, normalement on a un accueil qui est plutôt favorable. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut vérifier qu'un site est accessible ou pas. En France, alors je vais peut-être commencer dans le monde d'abord, on ne va pas commencer chauvin. Dans le monde, il y a un référentiel qui est le WCAG, qui est donné par le W3C et qui définit des critères à respecter. Donc il y a différents niveaux de critères. Il y a les critères niveau A, les éléments qui sont indispensables pour pouvoir accéder, sinon c'est complètement bloquant. Des niveaux double A, donc c'est des éléments qui sont un peu moins indispensables, mais qui vont faciliter les choses. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va quand même pouvoir accéder, mais ça va lui demander un effort considérable pour pouvoir y arriver. Et puis après, il y a le niveau triple A. Le niveau triple A, là, c'est des éléments qui sont vraiment très spécifiques, pour des personnes très spécifiques. Et de temps en temps, il y a même des éléments qu'on ne peut pas implémenter. C'est pas quelque chose qu'il faut forcément viser à tous les coups. En France, nous, on a le RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui, lui, se concentre uniquement sur les niveaux A et double A. Et en plus, il va expliquer comment tester. Sur chacun des 106 critères qui sont donnés, il va dire, voilà, il faut tester ça, ça, ça. Et donc, si jamais on trouve un élément qui ne respecte pas, on va mettre que le critère est non conforme. Et donc à la fin, on a une petite grille qui va nous dire, le site, il est accessible à tant de %. Donc pour avoir un site qui est complètement accessible, il faut avoir 100%. À partir de 50%, on va dire qu'il est partiellement accessible, et en dessous, on va dire qu'il est non accessible. Oui ? Alors la question c'est, ce serait quoi le meilleur jeu vidéo accessible ? C'est une bonne question. J'ai déjà trouvé un petit jeu, alors c'est pas un jeu vidéo qui va vous faire rêver, mais en tout cas c'est un jeu vidéo qui peut être rigolo et qui peut vous intéresser si vous avez envie. Ah, sauf que je suis pas connecté. Alors, tac. Attends, je l'avais là. Si tu l'as plus rapide ou quoi ? Tac. Tu m'as dit quoi ? Ok, toute la couleur. Tac. Donc ça c'est un petit jeu qui vous permet de vous sensibiliser à l'accessibilité numérique. Et donc ils vont vous mettre en situation, voilà, ils vont vous dire que vous êtes un professeur, vous devez faire des choses. Bon, je vais zapper l'intro. Et puis après il va nous dire, voilà, il va falloir faire des choses. Et donc la première chose, ça va être la navigation au clavier. Et on va donc devoir utiliser les flèches du clavier pour pouvoir se déplacer. Donc voilà, on a on va aller lire ce qu'il y a dedans. Il nous dit on va utiliser donc échappe pour pouvoir donc quitter les éléments. Donc là on est vraiment en train de se sensibiliser
à la navigation au clavier. Là, je vais aller sur le coffre, il me dit, bah dommage, il est fermé. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller chercher la clé et aller ouvrir. Donc là, je vois qu'il y a une photo. Et je sais plus ce qu'il fallait faire. J'ai la photo, oui, c'est ça. Toc, je vais là. Ici, il faut que je tape le code. Qu'est-ce que ça peut être? Il me dit, appuyez sur la barre d'espace. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, ça retourne la carte et ça écrit Félix. Ok, donc je vais pouvoir écrire le code F-E-L-I-X. Et appuyer sur Entrée. Hop, je peux passer. Et puis donc j'arrive à sortir. Donc voilà, première leçon, la navigation au clavier, etc. Donc voilà, ça c'est un petit jeu qui peut être sympa quand on veut sensibiliser à l'accessibilité numérique. On a le temps pour une petite dernière question si vous souhaitez. Oui ? Alors la question c'est, là on était sur du simple HTML, CSS, JavaScript, mais effectivement en entreprise on va être dans des choses plus complexes où on va avoir un design system et se poser la question, est-ce qu'on peut faire de l'accessibilité et est-ce qu'il y a des bons ou des moins bons élèves dans les design systems qui existent? Donc déjà oui on peut faire de l'accessibilité même si on a un design system. Alors idéalement, il faut que le design system il soit pensé avec de l'accessibilité, parce qu'on va dire si le travail il est déjà préparé, ça ne veut pas dire que tout sera fait, qu'on n'aura plus rien à faire, mais en tout cas, on n'aura pas besoin de corriger les éléments qui sont dans le design system. Et après, il nous restera des choses à faire, parce que ça ne suffit pas d'avoir un design system qui soit accessible. Et après, est-ce que je peux citer des bons ou des mauvais élèves? Je peux juste dire que le design system qui a été fait par l'État pour ces sites internet, comme eux ils ont cette obligation d'accessibilité depuis très longtemps, ils l'ont travaillé et ils ont fait donc attention à l'accessibilité numérique. Merci bien à toutes et à tous et puis bonne fin de Tour Tech. Et si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci pour y répondre après la conférence.